Du cœur au ventre. Des idées plein la tête. Marie Montpetit. C'est toujours un comté très, très baromètre. Marie Montpetit. J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi Patrick Derry. pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an? La rencontre, Derry Montpetit. Pendant que la CAQ et le PQ se tapochent, puis s'accusent de mentir l'un et l'autre, il y a le PLQ qui était inexistant dans la question de la partielle à Jean Talon, qui a présenté sa nouvelle candidate, sa candidate, Élise Savard-Bernier, qui, elle, curieusement, est pas capable de se positionner sur la question du jour, c'est-à-dire le troisième lien, qui fait objet de débat entre le PQ et la CAQ. C'est pas comme si ça allait être surprenant qu'il y aurait une question sur cet élément-là. On en discute avec entre autres de ça et d'autres choses avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut Patrick. Salut Marie. Hey, on s'entend, Patrick, ça fait 2 jours que dans l'actualité, là, c'est est-ce que, oui ou non, le candidat du PQ s'est fait dire que la CAQ abandonnerait le projet du troisième lien après l'élection? Puis là, tu as une candidate qui s'en va être présentée devant les journalistes en vue d'une élection partielle. Puis elle a dit, je sais pas trop, j'ai pas trop d'opinion sur s'il faut un troisième lien, il en faut pas, on sait pas. On a eu aussi une campagne électorale qui a porté en grosse partie là-dessus. On a aussi eu le débat public des dernières années qui a porté énormément là-dessus pour des raisons évidentes, étalement urbain, les gaz à effet de serre avec des citations mémorables. Écoute, c'est à peu près impossible en 2023 de pas avoir d'idée claire à savoir est-ce que ça prend un tunnel ou non entre Québec et Lévis, puis est-ce que c'est une bonne idée d'engloutir 6 ou 10 milliards dans le fleuve alors qu'il y a 2 ponts sur lesquels faire passer le transport en commun. Je trouve ça absolument ahurissant. Mais écoute, moi je me non, mais ça s'ajoute à toutes les autres prises de position du PLQ des derniers mois ou des 2 dernières années où on ne sait pas où ils sont. Là. Moi, je reculerais un petit peu plus loin que ça. Écoute, j'ai travaillé pendant quelques mois, j'ai fait cette erreur-là d'aller toute bonne foi, d'aller travailler pour cette étrange partie pendant quelques mois. Et moi, je me rappelle d'avoir entendu des gens à l'intérieur, puis je nommerai pas, mais dire, c'est parfait, là. Là, on garde toutes les portes ouvertes, puis on peut aller où on veut. Et ça, c'est vraiment une stratégie typique en tout cas, de certaines personnes, des stratèges politiques, si on peut les appeler ainsi, au Parti libéral, toujours garder les portes ouvertes. Et moi aussi, j'ai pu parler des discussions. Mais quand tu peux aller partout, des fois, tu t'en vas nulle part, hein? Tu tombes, c'est ça, si t'assois en 2 chaises, tu tombes par terre. Et c'est un petit peu ça qui est arrivé dans plusieurs dossiers. Fait que, tu sais, à un moment donné, assumez-vous. Monsieur Duhem a une position très claire là-dessus. La CAQ a une position très claire avant et après les élections aussi. Ça, c'est d'autres histoires. C'est pas compliqué, là. Puis, honnêtement, là, si en plus tu dis un parti qui veut se baser sur la science, les données, je veux dire, la réponse est assez claire. L'autre chose qui est assez intéressante là-dedans, c'est il y a une manie, encore là, de très, très, très vieille politique, là, de dire, là, regardez, là, c'est deux partis qui se chicanent. Attends un peu, là, on va quand même... Puis là, toi, tu dis, nous autres, on se chicane pas. Hein? Et là, c'est un peu ça que M. Tanguay a fait. Il a décidé de dire, OK, je vais... Tu sais, un peu comme des fois, mon garçon, il va cracher une photo. Là, je veux prendre une photo avec ma fille, puis mon garçon arrive en arrière, puis il saute, puis il va attirer l'attention pour embarquer là-dedans. Il dit, nous autres, on se chicane pas, les chicanes stériles, blablabla. C'est pas une chicane stérile, puis tu peux pas mettre les 2 partis à égalité. Là, il y a manifestement, c'est pas les 2 partis qui mentent. Il y a quelqu'un qui ment d'un côté, puis il y a quelqu'un qui ment pas de l'autre. Présentement, la prépondérance de preuve est du côté de Pascal Paradis, qui est un avocat avec une réputation absolument irréprochable. Si M. Tanguay est arrivé pour dire, regardez, on a un gouvernement qui est au pouvoir, qui a menti sur un engagement principal, le troisième lien, OK, mais là, juste de lancer de la boîte à tout le monde, ça donne rien. C'est une vieille pratique, c'est une vieille stratégie. Encore là, c'est une stratégie libérale qui a été utilisée assez abondamment sous l'ère Charest, puis même un petit peu après. Je pense plus que les gens cherchent beaucoup ça en politique. Puis une chose est certaine, quand tu regardes où est-ce que le PQ est présentement dans les sondages, ça fonctionne pas très bien. En tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi un autre faux départ. Écoute, elle va avoir toute la campagne électorale de la partielle pour se faire une tête peut-être sur ce dossier-là. Écoute. Sur un autre sujet, Patrick,
Bon, la rentrée scolaire, la manque de postes, là, ça occupe tout l'espace. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont démissionné puis qui témoignent des raisons aussi de pourquoi ils lâchent finalement. Parce que, tu sais, c'est un peu ça l'enjeu, là, c'est qu'on a beau en former, il y en a presque autant qui sortent. C'est un peu comme les infirmières, là. On en rentre presque autant non, on en rentre moins que ce qui sort finalement parce que pour plein de raisons d'épuisement puis d'écœurement, là. On va essayer de vider la chaloupe, en tout cas de la remplir, là, mais s'il y a un trou, ça ressort par l'autre côté, fait que ça fonctionne pas. Selon le ministre Drainville, il y a environ 3000 nouveaux profs qui arrivent chaque année, il y a environ 3000 départs à la retraite, il y en a environ 1000 qui quitteraient simplement la profession. Là, j'ai pas vérifié les chiffres, là, mais j'imagine qu'il doit être informé. Ben, c'est ça. Là, on a des exemples. On écoute un exemple d'un prof qui a décidé, là, au bout d'à peu près une dizaine d'années d'enseignement, de dire, moi, je me pars une espèce de fermette autosuffisante. Puis il y a d'autres projets dans la région où il habite qui ont absolument rien à voir avec l'enseignement. Il y en a une autre qui a décidé de devenir créatrice de contenu, influenceuse sur TikTok. Fait que, tu sais, on est loin des salles de classe. Et moi, je veux juste te parler d'un autre exemple parce que il y a deux choses qu'on oublie là-dedans. Eux autres, ce qu'ils invoquent, d'abord, c'est la rigidité des centres de services scolaires. Puis, par exemple, l'enseignant qui a quitté, celui qui est devenu fermier, lui, pas de possibilité d'horaire de 4 jours. C'est sûr que il faut peut-être des conditions de travail pour retenir. Moi, écoute, il y a un de mes amis, c'est drôle, il me racontait ça, c'est un gars qui a commencé comme enseignant en début de carrière. Lui, il est allé dans une école qui est à côté d'un centre de détention. Donc, il enseignait à des enfants de détenus qui sortaient de l'école comme ça, avec son brevet d'enseignant. C'était pas les classes les plus faciles. Et la logique syndicale, parce que c'est une logique syndicale, c'est que tu donnes plus tu es ancien, plus tu vas choisir ta tâche et tu choisiras pas nécessairement la tâche qui est la plus exigeante, quoique certains peuvent décider de le faire. L'allocation des ressources dans n'importe quelle entreprise, c'est exactement le contraire. Tu prends les plus expérimentés, tu les envoies sur la ligne de feu et tu les paies en conséquence. Dans le système de santé et le système d'éducation, tu fais le contraire. Tu prends le moins expérimenté puis tu l'envoies où personne veut aller. Puis en plus, il est sous-payé quand tu commences. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars-là, c'était un gars brillant que je n'aimerais pas. Il a décidé de devenir journaliste. Il a fait sa carrière, ça a très, très bien été. Il a été rédacteur en chef à un moment donné d'un petit journal. Puis, mais tu sais, on perd du monde comme ça. Je peux te parler d'un autre ami, une autre anecdote aussi. Un gars qui est un prof de musique, un gars avec qui j'ai travaillé dans une autre vie. Un gars, un pédagogue absolument extraordinaire, hallucinant avec les enfants, un passionné de musique. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai pris un peu des cours, c'était un chum. Et là, il arrive dans une école où il n'y a pas de projet d'orchestre. Lui, il est là, il est à temps partiel. Il te montre son projet. Là, écoute, le gars, il est bon. Les jeunes embarquent. Il réussit à acquérir des instruments. Toute l'équipe monte son affaire. Quand le projet devient trop gros, le prof de musique blasé le ramasse. Là, lui, il a tout fabriqué le gâteau, puis il est prêt à manger. Lui, il ramasse le projet. Puis le prof qui faisait rien, qui était un petit peu blasé, qui était tanné, mais là, les règles d'ancienneté faisaient en sorte que c'était un projet qui changeait de catégorie et l'autre pouvait le ramasser. Bon, mon ami a fini par rester dans l'enseignement quand même, mais tu vois-tu, ça, c'est ce genre d'anecdotes comme ça, on entend un petit peu partout. Et ça, faudrait... Tu sais, il y a du travail à faire du côté des syndicats, je te dirais. Puis, écoute, je te donnerais un dernier... Vas-y. Si tu me permets, un dernier... OK, sûrement lancé, tu sais, ça arrive des fois, tu sais comment je suis, mais le calibre. J'en profitais, t'avais pris de l'air. T'avais pris une petite respiration. Tu vois, j'essayais de vas-y. Ben écoute, c'est ça. Mais c'est parce que quand on regarde dans les différentes universités du Québec, c'est possible de voir la cote R du dernier enseignant admis dans un programme. Fait que ça donne une idée un petit peu de la force relative des enseignants qui sont dans le programme. Bon, on sait que les étudiants en médecine, par exemple, rentrent avec des très, très grosses cotes R. C'est le programme qui est le plus contingenté. Les étudiants en droit aussi, ça prend une très forte cote R pour rentrer. Tu as d'autres programmes comme ça, le génie, la psycho, tu sais, ça prend quand même ils ont des exigences. Les profs, ça a déjà été un programme qui était l'enseignement, ça a déjà été contingenté très longtemps. Là. Moi, quand je suis rentré à l'université, c'était un programme qui était contingenté. Aujourd'hui, c'est plus contingenté l'enseignement, au contraire. Et ce qu'on voit, les cotes R des étudiants en enseignement sont souvent parmi les plus faibles quand on regarde le dernier admis. Fait que donc, ça,
c'est un petit peu un problème. D'ailleurs, parenthèse, les infirmières aussi, c'est un petit peu la même chose. Là, ils sont pas dans la queue complètement, mais sont souvent plus en bas de la moyenne. Et là, tu dis, il y a deux choses là-dedans. Un, ça veut dire que l'enseignement pour ces élèves-là, ces étudiants-là, c'est un choix par défaut. Ils rentrent là parce qu'ils veulent poursuivre un parcours universitaire, mais l'enseignement, c'est pas nécessairement le premier choix. Ils rentrent où ils peuvent rentrer. Mais après ça aussi, tu sais, le calibre des candidats, je vais être très prudent dans ce que je dis parce qu'il y a des profs absolument extraordinaires. J'ai 2 enfants qui sont à l'école présentement, puis c'est des bons profs, il y en a, il n'y a aucun doute. Mais il y a peut-être des profs que c'était pas leur première voie, qui sont rentrés, qui seraient pas rentrés si les profs étaient contingentés. Puis tu sais, quand tu regardes ça avec la loi des grands nombres, puis tu sais, on le sait que des profs qui ont des problèmes en français. On le voit chaque année, c'est un problème, ils finissent pas par se qualifier parce qu'ils sont pas capables de réussir l'examen de français, qui est quand même controversé à plusieurs reprises, mais pour avoir vu des communications de profs, je suis sûr que c'est ton cas aussi, pour avoir reçu des lettres ouvertes de profs quand je travaillais dans un journal aussi, des fois c'était absolument inconcevable. Fait qu'on a ça aussi, là. C'est l'attractivité de la profession, c'est ça, c'est de faire en sorte que ceux qui rentrent à l'université aussi, que c'est un premier choix, l'enseignement, puis que tu as des gens qui auraient pu décider d'être médecins, avocats, ingénieurs, comme ça se fait dans d'autres pays où les profs, c'est plus attrayant, notamment en Europe du Nord, décident d'être enseignants, pas par défaut, mais parce que c'est un premier choix. On a peut-être un peu de travail encore à faire de ce côté-ci. Oui, mais il y en a aussi beaucoup qui font ça parce que, je veux dire, la vaste majorité choisissent parce que c'est ce qu'ils veulent faire puis c'est ce à quoi ils veulent se consacrer. Mais t'as pas tort dans le fait qu'il y a un enjeu non seulement d'attractivité, mais surtout aussi de rétention quand on voit le nombre qui, malheureusement, quitte dans les 5 premières années, comme tu dis. C'est vraiment un enjeu très similaire aux infirmières. Il y a quelque chose où il faut revoir revoir toutes les règles syndicales. Donc, c'est un peu ça aussi que le premier ministre Legault dit quand il fait appel à mettre de l'eau dans leur vin. Là, lui aussi, il a son bout de job à faire. Là, on s'entend là-dessus. Mais les négos de l'automne vont être vraiment déterminantes. Patrick Derry, chroniqueur analyste de politique publique. Merci. À bientôt.